l'économie sociale et solidaire en Europe. Je m'appelle Hugues Sibyl, je suis président du think tank français Le Labo de l'ESS, mais je vous accueille au nom de 4 réseaux pour la solidarité, Rêve, et le réseau des territoires français, le RTES. Donc nous sommes 4 qui, depuis plusieurs années, avons constitué entre nous une alliance pour essayer de travailler conjointement au niveau européen sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire et d'être un interlocuteur pour la Commission européenne. On a donc répondu ensemble à un appel à engagement de la Commission à travers la DG Gros sur le thème du Transition Pathway on Proximity and Social Economy. Ce pathway est une initiative qui résulte de ce que la DG Gros a mis en place avec le commissaire Breton sur l'écosystème, l'un des 14 écosystèmes consacrés à l'économie de proximité et l'économie sociale, ce dont nous nous sommes vivement réjouis. Et j'en profite d'une part pour dire à tous les présents que je pense qu'on a eu une belle période européenne pour l'économie sociale, et à remercier d'emblée Patrick Klein qui va prendre la parole rapidement après moi pour sa présence avec nous cet après-midi pour nous parler de l'approche de la Commission. Donc nous avons répondu à cet appel à engagement, nous avons fait un travail sur 8 États membres et en travaillant sur 16 initiatives concrètes de terrain. Ce qui nous intéresse toujours le plus, ce sont ces initiatives concrètes. On en a fait un rapport qui est disponible et que vous pourrez vous procurer à l'issue de ce webinaire. Et donc, il nous a semblé intéressant finalement de pouvoir partager avec d'autres ces travaux. Et ce webinaire, c'était intéressant, semble-t-il, rencontrer un intérêt puisqu'on a eu plus de 300 inscrits. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas, mais ça prouve qu'il y a un intérêt quand même certain pour ces approches de la Commission. En 2 mots, donc après moi, je vais laisser la parole à Salima Chitalia qui vous accueillera aussi au titre de Pour la solidarité, le deuxième co-organisateur. Puis donc Patrick Klein, comme je l'ai dit, qui est chef de secteur à la DG Marché Intérieur, prendra la parole pour, du point de vue de la Commission, vous dire ce qu'il a envie de nous dire sur le Transition Pathway. Puis nous aurons une présentation des enseignements du rapport par Michel Catinat, au titre du labo de l'ESS. Et ensuite, je laisserai à Chloé et à Luigi, j'espère que Luigi est arrivé, le rôle d'animer un débat avec des intervenants que je ne vais pas présenter maintenant, qu'ils présenteront eux-mêmes tout à l'heure, pour qu'on ait à la fois une partie présentation globale, mais aussi une partie discussion concrète. Et il devrait nous rester, si tout va bien, une vingtaine de minutes pour échanger avec vous qui êtes aujourd'hui connectés avec nous sur le webinaire. Donc, l'ensemble de ces travaux vont se faire en langue française, ce qui est assez rare pour le signaler dans le cadre des débats européens. Donc, je pense qu'on a une communauté francophone aujourd'hui qui est évidemment assez importante. Donc, merci à tous et toutes d'être là, de réfléchir et de travailler avec nous. Et je laisse la parole à Salima pour qu'elle vous accueille aussi au titre de Pour la solidarité. À toi, Salima. Salima? Oui, je suis là. Oui, merci beaucoup, Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Et au nom de Pour la solidarité, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire et particulièrement ravie de faire partie de cette belle alliance. Je voudrais bien évidemment saluer Denis Stocking qui est présent parmi nous et qui est l'un des pionniers de cette alliance et fondateur de Pour la solidarité, qui est un think et do tank européen basé à Bruxelles. Alors, l'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et ceci est accompagné de différentes politiques dont le pacte vert et les stratégies qui en découlent. Il faut dire que les acteurs de l'ESS n'ont pas attendu ces actions politiques pour être un élément clé de cette transition sur le terrain. Et en effet, leurs actions ont toujours pris en compte les dimensions sociales, écologiques et économiques visant à ce que la transition prônée soit une transition juste, qui ne laisse personne de côté.
Et nos études de cas, d'ailleurs, présentées dans le rapport, mettent en avant ces réalités. Bon, je vous souhaite en tout cas à tous un très bon webinaire et je repasse la parole à Hugues. Merci. Merci beaucoup, Salima. Je suis très heureux de cette alliance à quatre. Je pense qu'on essaye de progresser. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Patrick Klein, qui est un compagnon de route sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps. Et c'est un plaisir, cher Patrick, de travailler avec toi et de voir les fonctionnaires de la Commission européenne engagés sur ces sujets-là dans la durée. Nous savons ce que vous faites au sein de la Commission sur ces sujets, donc merci à ceux qui s'y sont engagés. Et je te laisse donc la parole pour présenter l'entrée par la direction gros de notre sujet. À toi, cher Patrick. Merci Hugues, et surtout je crois que c'est un plaisir de travailler avec l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer des politiques publiques européennes qui ont un impact, je dirais, sur le terrain. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour l'invitation d'aujourd'hui et de pouvoir débuter une session dans laquelle on aura l'opportunité de découvrir le rapport que vous avez, que vous avez rédigé. Comme tu l'as souligné, Hugues, ce rapport déjà répond à un appel à engagement qu'a lancé la Commission européenne, notamment dans le cadre de notre Transition Pathway, notre parcours de transition, qui a été, je le rappelle, présenté en novembre 2022. Ça a été un des piliers, je dirais, du plan d'action pour l'économie sociale, lui-même présenté quelques mois auparavant. C'est aussi un appel auquel ont répondu avec enthousiasme de nombreux acteurs de l'économie sociale. Aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 200 engagements venant des différents territoires européens qui ont été reçus jusqu'à présent. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu et que nous avons lu ici au niveau de la Commission européenne et des équipes travaillant sur l'économie sociale ce rapport, ces différents témoignages, plus de 16 témoignages que vous avez pu recueillir, bien différents et qui s'inscrivent dans des logiques territoriales qui sont bien définies. Ce sont 16 témoignages qui sont porteurs d'une vision, d'une même vision, qui partagent des valeurs, et c'est celles qui nous réunissent aujourd'hui, celles de l'économie sociale et solidaire. En relisant ces différents témoignages, on sent tout de même qu'il y a une véritable travail, je dirais, de terrain pour stimuler les politiques de transition, développer je dirais des responsabilités territoriales pour entreprendre en collectif, favoriser des modes de gouvernance participative, pardon. Et je dirais que une des remarques que j'ai, moi, en lisant ce rapport, c'est qu'on remarque bien que l'économie sociale, c'est une économie de proximité. Et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, au niveau des services de la Commission européenne à Bruxelles, nous avons voulu, je dirais tout simplement, dans cet écosystème, mettre ensemble deux mots-clés, l'économie sociale et l'économie de la proximité, qui est vraiment au cœur des territoires et qui est proche des citoyens. Il y a quelques exemples d'ailleurs qui ont retenu mon attention, qui ont été vraiment très intéressants. Alors simplement, pour mémoire, je citerai le jardin nourricier de Nogent-le-Rotrou, qui était vraiment très intéressant, très pertinent, puisqu'il permet aux habitants vulnérables d'accéder à des aliments de qualité et qui est un lieu de sociabilité indispensable. Je pense également à la coopérative italienne Eta Beta, qui est à Bologne et qui aide des personnes précaires à rester dans la société en leur permettant de rejoindre la voie de l'emploi salarié. Et je voudrais dire, et c'est important, que nous, au niveau des services d'économie sociale ici à Bruxelles, nous avons besoin de ces exemples de terrain,
Nous avons besoin de ces expériences vécues, de ces témoignages pour que les politiques de transition que nous menons soient un succès. Je crois qu'il faut les mettre en exergue. Elles doivent être inspirantes pour d'autres régions européennes, pour d'autres territoires européens. Je crois qu'ensemble, les acteurs de l'économie sociale, les pouvoirs publics, ou alors même les simples citoyens, élaborent des solutions durables pour répondre aux enjeux qui sont économiques, sociaux et environnementaux actuels. On l'a vu dans différents exemples. Et je pense que je dirais cette dynamique pose vraiment les bases pour une économie qui soit plus forte, plus résiliente et plus juste. Et en deux mots, je crois qu'il va sans dire que la Commission européenne, et ça c'est d'ailleurs une des questions actuelles des acteurs de l'économie sociale, continuera de travailler avec eux pour élaborer des politiques économiques durables, inclusives, notamment dans le cadre du prochain mandat de la Commission européenne qui devrait normalement commencer en décembre cette année après les hearings des différents commissaires prévus au Parlement européen au mois de novembre. Voilà donc en quelques mots, félicitations, merci et très heureux de participer à ce débat aujourd'hui. Voilà. Merci à toi, Patrick. Mon micro n'était pas ouvert. Je crois que tu as prévu de rester avec nous pendant la durée du webinaire, donc le cas échéant, tu pourras reprendre la parole. Je profite de ce que tu viens de dire pour souhaiter que dans la commission qui est en train de se mettre en place, nous retrouvions une responsabilité de tel ou tel commissaire pour être en charge et porter le sujet de l'économie sociale et solidaire. Dans la précédente commission, en fait, on a eu 2 commissaires avec le commissaire Breton et le commissaire Schmitt qui se sont vraiment engagés. Donc, on espère que dans la prochaine commission, on aura quelque chose d'équivalent et n'hésitons pas les uns et les autres dans les États membres à faire savoir qu'on serait vraiment désireux qu'il y ait une responsabilité ESS au sein de la prochaine commission. Alors, on va vous présenter maintenant le sujet, enfin, le rapport de manière évidemment succincte, donc peut-être un peu frustrante parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je vais donc demander à Michel Catina qui suit le sujet de l'Europe au labo de l'ESS et qui a largement été la cheville ouvrière de ce travail, de présenter l'essentiel de ce rapport qui, encore une fois, vous pourrez trouver je crois, dans le chat et puis à la sortie de ce webinaire. Donc, vous pouvez avoir l'ensemble du rapport. Michel, je te passe la parole pour une dizaine de minutes. Oui, merci Hugues. Bonjour à toutes et à tous. Bon, le contexte de cette étude a été rappelé, donc je n'y reviens pas. Donc, ce rapport et cette étude se focalisent sur la transition environnementale juste, c'est-à-dire sur des initiatives qui s'appliquent à ce que l'impact des actions environnementales soit également positif d'un point de vue social. Nous avons recherché un double objectif dans cette étude. D'abord, un objectif politique qui est d'illustrer l'importance du rôle des acteurs de l'économie sociale et leur contribution aux objectifs environnementaux, et surtout de bien rappeler qu'ils assurent une acceptation, voire parfois une appropriation citoyenne. Le deuxième objectif a été d'inspirer de nouvelles initiatives de même nature, de transition environnementale juste, en explicitant les conditions de succès et ainsi en facilitant les transferts d'expérience. Donc, trouver des initiatives au niveau européen de transition juste de la part d'entreprises de l'ESS n'a pas été finalement particulièrement difficile. Et cela résulte du fait que quand des initiatives environnementales sont entreprises par des acteurs de l'ESS, du fait de leur gouvernance, de l'implication des citoyens, du fait des objectifs qui sont de tenir compte des populations les plus vulnérables, eh bien, ces initiatives sont pensées et mises en œuvre avec une dimension sociale. Et donc, la plupart des initiatives de l'ESS de nature environnementale appartiennent à la catégorie de transition juste. Donc, nous avons sélectionné ces initiatives réussies
de transition juste dans 8 pays de l'Union européenne, ça a été dit, et nous avons sélectionné pour leur diversité et leur exemplarité. Bon, je ne vais pas les décrire, je n'ai pas le temps, et donc je vais me concentrer sur les principaux engagements. Donc l'analyse de ces initiatives a montré les champs privilégiés, qu'ils soient environnementaux ou sociaux. Bon, bien sûr, il n'y a pas là matière à généralisation. Il peut y avoir d'autres types d'initiatives avec d'autres priorités. Donc, pour ce qui est des objectifs environnementaux, nous avons observé 4 objectifs essentiels. D'une part, la promotion de l'économie circulaire, que ce soit de la réparation, c'est le cas de Reboterie, du recyclage, l'initiative Maloposka, de la réutilisation de la production d'énergie verte, c'est le cas de Batec. Deuxième objectif essentiel de nature environnementale, l'usage de circuits courts, et c'est surtout le cas des initiatives qui sont liées au recyclage de nourriture invendue. Troisièmement, troisième objectif environnemental, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Et enfin, le quatrième, production de nourriture biologique et de collecte de nourriture invendue. Pour ce qui est des objectifs sociaux, ces initiatives se caractérisent par, pour la plupart d'entre eux, une facilitation de l'accès à l'emploi. Les services prestés le sont, par exemple, par des personnes en insertion ou par des personnes vulnérables, le cas de État, Bêta ou de Envie. Parfois, l'objectif est même de faire sortir du chômage à long terme des chômeurs, c'est le cas de Territoire Zéro Chômage, ou par la mise en place d'ateliers d'apprentissage. Deuxième objectif social, l'accès à de la nourriture saine, par la mise en place de jardins partagés, c'est le cas de l'initiative Jardins nourriciers et Maisons partagées, par exemple, ou achats collectifs ou apprentissage à la production de nourriture bio, c'est le cas de Bagatelle. Troisième objectif social, l'amélioration de l'habitat. Elle se fait soit par réhabilitation, par exemple pour lutter contre la pauvreté énergétique, c'est le cas de Ecohabitat, ou de permettre l'auto-construction, c'est le cas des compagnons bâtisseurs, ou encore par de la régénération urbaine, c'est le cas de l'initiative Capacity à Messine. Et enfin, le quatrième objectif social, c'est l'intégration sociale. La plupart de ces initiatives visent à de l'intégration sociale au travers de différents moyens, très rapidement, implication des personnes défavorisées, insertion par le travail ou par la formation, accompagnement, dialogue, animation, assistance à la famille ou aux jeunes. Alors maintenant, je vais me concentrer sur les conditions de succès. Sur la base de ces initiatives, nous avons cherché à identifier de telles conditions de succès. Alors là, je vais commencer par 2 remarques. La première, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais des conditions qui peuvent maximiser les chances de succès. Et deuxième remarque, ces conditions dépendent évidemment des conditions nationales ou régionales, et notamment des mesures de politique économique mises en œuvre. Bon, cependant, nous avons identifié des caractéristiques, il existe des caractéristiques que nous retrouvons dans toutes ou la plupart de ces initiatives, et sur la base de notre expertise et des analyses existantes sur les conditions de succès, on a pu en identifier un certain nombre que l'on peut considérer comme, disons, nécessaires ou quasi nécessaires, jamais satisfaisantes. Jamais suffisante, pardon. Alors, les 6 conditions sont les suivantes. La première, c'est la présence d'une équipe pilote et l'existence d'une idée fondatrice. Bon, l'idée fondatrice consiste souvent à répondre à un besoin non satisfait par le marché ou par les autorités publiques et d'y répondre avec un certain nombre de moyens qui font partie de cette idée fondatrice.
Quant à l'équipe pilote, qui parfois peut être une personne pilote, eh bien, elle tient un rôle central qui est de prendre les décisions de façon cohérente et constante dans le temps et de développer l'entreprise dans toutes ses phases. Le mieux pour cette équipe est de réunir une équipe qui regroupe des compétences qui soient à la fois complémentaires et diverses. Deuxième condition de succès, un ancrage local et l'implication des citoyens. L'ancrage social résulte évidemment des objectifs qui sont locaux, à savoir la satisfaction de besoins locaux. Quant à l'implication des citoyens, elle est évidemment nécessaire puisqu'elle crédibilise l'initiative, crée de la confiance, de l'émulation et entraîne le soutien des acteurs publics ou privés. Michel, j'attire ton attention sur le fait qu'il te reste 3-4 minutes, pas plus. Oui, ben, c'est parfait. Donc, troisième condition de succès, c'est la disponibilité de locaux. C'est ce qui matérialise l'initiative. L'initiative doit s'identifier à un lieu où les citoyens peuvent rencontrer le personnel de l'entreprise sociale ou les bénévoles. C'est un lieu où l'on bénéficie des services et des produits de cette entreprise et c'est un lieu de socialisation et de convivialité. Alors une remarque, c'est qu'une entreprise sociale qui serait virtuelle serait, de mon point de vue, un non-sens puisqu'elle serait contradictoire avec la charte de la plupart de ces entreprises sociales qui est de placer l'homme au centre des préoccupations. Alors, il y a eu aussi trois autres conditions qui sont pas des conditions, qui sont des conditions de nature un peu différente parce qu'elles accroissent les chances de succès. On ne les a pas retrouvées dans toutes les initiatives. La première, c'est la participation à un écosystème qui présente différents avantages, faciliter les échanges d'expériences, mutualiser les ressources, bénéficier de services complémentaires et d'accroître l'attractivité des citoyens. Deuxième condition, coopération avec les autorités publiques locales ou régionales. Bon, le plus grand avantage apparaît lorsque les prestations de l'entreprise sociale s'inscrivent dans une politique régionale. La synergie qui est ainsi créée assure de la stabilité et le soutien des autorités locales. Et cette synergie, finalement, n'est pas si rare que l'on peut penser lorsqu'il s'agit d'initiatives de transition justes. À noter que les collectivités locales y trouvent aussi leur avantage, car elles bénéficient des actions d'entreprise sociale qui contribuent à la mise en œuvre et à la réussite des politiques locales. Et enfin, la dernière condition, c'est l'existence d'un cadre légal, fiscal ou politique, qui soit porteur et qui permette d'alléger les différentes contraintes dont souffrent les entreprises de l'économie sociale. C'est évidemment une condition de succès et de ce point de vue, la recommandation du Conseil qui s'inscrit dans le plan d'action européen de l'économie sociale ainsi que l'engagement des États membres à mettre en place une stratégie nationale de soutien à l'ESS contribue à ce que cette dernière condition de succès existe de plus en plus dans un nombre de plus en plus important de pays ou de régions de l'Union européenne. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser, c'est probablement un peu dense, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps et je te redonne la parole, Hugues. Merci. Merci Michel, merci beaucoup. Alors je vous rappelle à tous, là ceux qui nous écoutent ou qui viennent de prendre, que ce travail est un travail commun de 4 réseaux, le labo de l'ESS, Rêve pour la solidarité et le réseau des territoires pour l'économie solidaire. Donc c'est vraiment un travail commun, je crois que ça va dans la bonne direction de travailler ensemble. J'avais eu personnellement le plaisir de travailler sur un rapport européen sur les clusters d'innovation sociale et écologique. Et j'en profite pour saluer Denis Stocking, je ne savais pas qu'il était avec nous. On voit qu'il y a en Europe quand même à la fois une diversité, mais une richesse de ces initiatives locales qui est assez considérable, qui souvent sont quand même avec des points communs entre elles. Et donc, un des enjeux pour nous tous, je pense, c'est de faire que ces initiatives finissent par peser, avoir plus d'impact
sur la transition. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement des témoignages sympathiques, mais que ça puisse changer un peu la trajectoire du bateau. Et donc, j'espère qu'on va y arriver ensemble, mais cette notion de changement d'échelle des initiatives de transition juste, c'est évidemment quelque chose de tout à fait important. Alors maintenant, je vais laisser, donc j'ai dit qu'on était 4, je vais laisser à Luigi pour Rêve et à Chloé pour le RTES le soin d'introduire la partie de discussion avec les initiatives de terrain que nous avons retenues pour ce webinaire. Chloé et Luigi, c'est à vous. Merci Hugues. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc, on a ensuite souhaité donner la parole à 2 territoires pour illustrer les enjeux d'actualité sur ces questions de développement d'une transition écologique juste avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, on a invité 2 territoires. Quand je parle de territoire, je parle à la fois de collectivités territoriales régionales, à savoir la région Nouvelle-Aquitaine et la région de Wallonie, et les réseaux d'acteurs de l'ESS correspondant à ces territoires, à savoir le réseau wallon Concertes et la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Tant que je vais donc co-animer effectivement avec Luigi Martinetti de Rêve, on a organisé cet échange autour de 2 principales questions. Dans un premier temps, je vais interroger donc Bénédicte Sohet et Pascal Zotter du réseau Concertes, et je vais les inviter à nous présenter très rapidement Concertes et surtout nous faire un état des lieux qui sont de vos actions pour favoriser le développement d'une transition écologique juste avec l'ESS et surtout les principaux leviers d'action que vous identifiez à l'échelle de Concertes. Bénédicte. Bonjour à tous, merci d'avoir pensé à nous pour ce webinaire et donc enchantée de voir et content de voir tout ce monde derrière les écrans. Donc Concertes, qui sommes-nous? Donc nous sommes une association qui regroupe 24 fédérations et réseaux de l'économie sociale. On est créé depuis une quinzaine d'années désormais, et nous avons été créés à l'initiative de fédérations d'économie sociale qui se rendaient compte que régulièrement elles avaient besoin d'aller frapper à la porte du politique, mais que quand elles y allaient pas collectivement, et donc elles portaient des messages un peu différents. Et sur cette base-là, elles ont considéré qu'il y aurait besoin d'avoir une plateforme de concertation. Et donc notre première mission, c'est d'assurer cette concertation. En parallèle, on était en 2008 dans l'élaboration d'un décret qui est toujours un décret en vigueur, qui reconnaît l'économie sociale, qui définit l'économie sociale. Et dans ce décret, il y a une place pour cette organisation représentative de l'économie sociale, mandat qu'assume Concertes encore aujourd'hui. Et donc nos missions, c'est assurer cette mission de concerter les acteurs de l'écosystème, de l'économie sociale, pouvoir les représenter dans différents lieux, dans différents mandats. Nous avons aussi une mission de promotion de l'économie sociale, et pour ce faire, on a mené ces dernières années plusieurs campagnes de communication au niveau de l'économie sociale. Nous avons un observatoire chiffré, quantitatif et qualitatif pour pouvoir montrer ce que représente l'économie sociale. Et alors, on a aussi une collègue qui est impliquée sur différents projets européens. Et dans notre volet concertation, c'est vrai qu'on a notre champ d'action principal, c'est la Wallonie, mais on intervient également au niveau européen avec ma collègue que vous voyez ici à l'écran, Pascal Zoutart, qui elle, est responsable de tout ce plaidoyer politique et de cette concertation au niveau européen. On est membre de Social Economy Europe, on est membre du GCEF. Voilà pour nos mandats européens et internationaux. Un état des lieux, vous nous avez peut-être déjà entendu le dire, mais dans le courant de la précédente législature, on a eu l'occasion de reconstruire avec l'administration et avec le cabinet en charge de l'économie sociale une stratégie alternative Wallonia. Et dans cette stratégie,
eh bien, 5 secteurs étaient considérés comme prioritaires. Et parmi ces 5 secteurs, il y en a au moins 4. On peut se dire que clairement, ils sont en lien avec la transition juste et ils nous ont permis de mettre en place des actions collectivement sur le territoire de la Wallonie, des actions de transition juste. Donc, ces secteurs, c'est la réutilisation, l'alimentation, les énergies et le logement. Et donc, nous, avoir une stratégie, c'était vraiment une stratégie de déploiement de l'économie sociale, c'était vraiment quelque chose de très important parce que ça a permis aussi de développer des actions cohérentes et de mettre en place des mesures. Et les moyens du plan de relance européen ou du plan de relance de la Wallonie post-Covid ont aussi permis d'assurer des leviers qui ont permis finalement de mettre en œuvre et de transformer cette stratégie en action. On avait bien pris conscience de ces conditions de réussite, comme elles viennent d'être rappelées, qui jalonnent tout ce rapport, hein. Elles sont vraiment très intéressantes. Et c'est vrai que nous, l'exemple qui nous vient et qui est sans doute le plus en lien finalement avec finalement les 6 idées de conditions de réussite, c'est cet exemple de construction de hubs logistiques qui sont en train de se faire sur le territoire wallon. Donc, c'est des moyens du plan de relance. On est sur de la mise à disposition d'espace. En fait, on se rendait compte qu'on avait des maraîchers et des coopératives alimentaires qui jalonnent le territoire, mais que ces initiatives, si elles avaient le potentiel pour changer d'échelle, il fallait les accompagner dans ce changement d'échelle, de manière à pouvoir fournir une alimentation juste, une alimentation équitable, une alimentation saine, pas uniquement aux consommateurs qui fréquentent les coopératives alimentaires citoyennes qui jalonnent le territoire, mais aussi à un public qui ne les fréquente pas, le public des maisons de repos, les cantines scolaires, les personnes qui vivent dans des homes. Et donc, voilà, ça a été identifié comme des leviers de développement de l'économie sociale. Et donc, bien, pour le moment, nous sommes dans la construction de 2 hubs logistiques, un à Charleroi et un à Liège, qui vont pouvoir permettre justement de favoriser cette alimentation saine pour tous, qui vont permettre aussi de faire grandir finalement les acteurs de l'économie sociale active dans cette transition plutôt au niveau écologique. Et c'est vrai que dans les prestataires qui ont pour le moment se sont manifestés sur le hub logistique de Liège, on voit que c'est un acteur phare de l'insertion socio-professionnelle qui s'est positionné, qui est en train de créer une nouvelle coopérative avec des nouveaux acteurs. C'est le groupe Terre que vous connaissez peut-être. Nous, c'est à la base un groupe qui est fortement actif dans le secteur de la réutilisation en Wallonie. Et donc, il a des bulles où on peut déposer des vêtements et des ramassages de cartons qui se font partout sur le territoire. Et bien là, il se rend compte en fait qu'aujourd'hui, le secteur du carton et le secteur du textile, ce sont des secteurs qui deviennent hautement concurrentiels. Et s'ils s'y impliquent depuis 40 ans désormais, eh bien, il est temps de penser à des nouveaux métiers pour pouvoir continuer à faire cette transition sociale au-delà de la transition, puisque dans ces métiers, c'est en train de diminuer en tout cas la demande ou la concurrence est de plus en plus forte qu'ils craignent pour leur capacité à pouvoir développer de l'emploi. Et donc, eh bien, aujourd'hui, ils se sont positionnés comme un acteur pouvant occuper ces lieux et donc développer des nouvelles compétences. Et donc, dans les compétences qu'ils sont en train de développer, ça va être du nettoyage de bocaux, de la récupération de bocaux, mais aussi de la découpe de légumes pour qu'ils soient livrés dans les gammes attendues des prestataires dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc les maisons de repos, les cantines scolaires. Et donc, ils sont vraiment en train de s'outiller, de monter en compétence sur ces nouveaux métiers pour continuer à mettre à l'emploi et contribuer ainsi à une transition juste. Merci Donc, voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour à la fois un point de réussite, identifier la co-construction d'une stratégie en lien avec
la région et cet exemple illustrant d'évolution aussi d'une structure de l'ESS qui vient développer une nouvelle activité et de nouvelles compétences. Et c'est Du vrai coup, je vais... Juste Chloé, je rajoute ça, c'est vraiment aussi en plus ce projet, il fait vraiment partie d'un écosystème territorial, il est vraiment en lien avec le territoire, il dépend des ceintures alimentaires, la ceinture alimentaire de Charleroi et de Liège. Donc, ils sont vraiment construits dans un écosystème et aussi avec les autorités publiques, autant la région, mais aussi les provinces. Voilà, donc c'est des projets qui franchement cochent pas mal de cases finalement des conditions de réussite que vous aviez identifiées. Merci beaucoup. Et du coup, je vais donner la parole à Frédéric Rasson. Je vais le laisser se présenter pour la région Wallonie et nous dire côté collectivité, du coup, comment voilà, vous envisagez d'accentuer ou d'accélérer cette transition écologique juste avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, merci pour l'invitation également. Alors, que dire après Bénédicte, vu qu'elle vient de décrire la Wallonie comme il le fallait, vu que nous travaillons forcément main dans la main. Donc, moi, c'est Frédéric Rasson, je suis directeur de la direction de l'économie sociale. La direction de l'économie sociale, c'est un service qui a été créé en 2009, justement juste après le fameux décret que Bénédicte citait, un décret de 2008, qui donnait un cadre légal en Wallonie à l'économie sociale, en lui donnant une définition qui a cet avantage d'avoir ce caractère opposable, de dire tiens, ceci c'est de l'économie sociale, mais ceci n'est pas de l'économie sociale, qui est assez intéressant aussi, qui nous permettait aussi de regrouper toute une série de politiques qui avaient été déjà réalisées avant 2008 en disant bah, tiens, ça c'est de l'économie sociale, qui organise aussi la concertation, notamment comme le fait que Concertes puisse représenter légalement, avec une assise décrétale, l'économie sociale en Wallonie, et également des instances d'avis. Alors, la direction, elle a été créée en 2009. Forcément, mettre en œuvre la politique publique en matière d'économie sociale, c'est l'objectif, vraiment la mission première de ma direction. Et dans ce cadre-là, on bénéficie notamment de l'administration, mais aussi d'un budget propre, entièrement dédié à l'économie sociale. Ça, c'est quelque chose qui est assez, je ne vais pas dire que ce qui est assez rare, mais qui n'existe pas partout. Donc, on a un budget qui est vraiment entièrement dédié à l'économie sociale et une équipe de l'administration 100% dédiée à l'économie sociale. Ça, c'est ce avec quoi on doit faire. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes amenés forcément à essayer d'être force de proposition, force loyale d'exécution en fonction de ce que nos gouvernements décident. Et donc, tout l'enjeu est là, c'est de pouvoir justement, en tant que force de proposition, avoir une réelle interaction avec notre territoire, nos territoires au pluriel aussi, avec la région. Et là, forcément, nous, en tant qu'administration, on aime pouvoir aussi parler d'une voix avec notre écosystème. Et notre écosystème, c'est Concertes. Et donc, nos discours, normalement, doivent bien se relayer. Alors, par rapport aux transitions, j'étais presque en train de barrer tout ce que je comptais dire, vu que Bénédicte a dit beaucoup de choses. En Wallonie, on s'est doté d'une stratégie en fin 2020, début 2021, par rapport à l'économie sociale qui s'appelle l'Alternative Wallonia. Cette stratégie, c'était une première de mettre en avant une stratégie entièrement dédiée à l'économie sociale. Ça nous a permis beaucoup de choses. Tout d'abord, de nous donner un cap et un objectif. Alors, on a 3 grandes priorités. La première priorité, c'est l'innovation. Donc, c'est favoriser la création via l'innovation d'entreprises d'économie sociale. La deuxième chose, c'est l'impact social et territorial. Là, on vise une professionnalisation et le changement d'échelle de l'économie sociale. Donc, on veut toujours plus d'économie sociale. Et enfin, une visibilité. Donc, rendre l'économie sociale visible auprès du grand public et auprès aussi de l'économie que je qualifierais de plus traditionnelle. Dans ce cadre-là, on a 5 secteurs prioritaires et comme Bénédicte l'a très justement dit, la plupart de ces secteurs, au moins 4 de ces 5, touchent directement aux transitions. Mais pourquoi? Parce que nous estimons en Wallonie que l'économie sociale doit être une clé et une solution aux différents défis de la transition, qu'elle soit économique, qu'elle soit verte, qu'elle soit inclusive, voire même digitale. Et donc c'est dans ce cadre-là que, en fonction de ces 3 priorités et ces secteurs prioritaires ou favorisés, qui sont l'alimentation, le circuit court, l'énergie, le logement, le réemploi, j'ajoute la culture, même si ça ne rentre peut-être un peu moins dans le cadre des transitions, chaque action qui a été prise par le gouvernement wallon sont faites au regard de ces priorités et de ces 3 axes
principaux. Et donc, c'est comme ça qu'en 4 ans, nous avons été amenés à investir 153 millions d'euros pour l'économie sociale, juste pour la Wallonie. Si je fais un calcul rapide, ça fait plus ou moins 10,5 euros par habitant wallon, à minimum, parce que forcément, d'autres politiques plus transversales ont aussi eu un lot d'investissement pour l'économie sociale. C'est pour ça que je dis que c'est 10 euros par habitant par an, minimum, qui est investi dans l'économie sociale. Alors, j'allais aussi citer les hubs logistiques, mais je vais pas faire de la redondance. Et donc, je vais peut-être parler d'un autre secteur qui est le logement, qui est un secteur très important chez nous. On a beaucoup de bâtiments qui sont vieillissants, dont l'impact carbone n'est plus très bon, et donc il faut absolument pouvoir reloger. Le relogement est quelque chose d'important, mais aussi rénover. Et dans ce cadre-là, nous avons mené un appel à projet, 2 appels à projet pour être exact. Le premier visant à pouvoir reloger des personnes, principalement des femmes victimes de violences conjugales. L'objectif était vraiment de créer un certain nombre de foyers possibles pour pouvoir accueillir ces personnes. Ensuite, on a eu un épisode d'inondation assez conséquent en 2021 en Wallonie. Et donc, forcément, quand il y a un souci, quand il y a quelque chose, l'économie sociale est toujours une solution. Et donc, ici, nous avons aussi mené un appel à projet spécifique pour des coopératives immobilières afin de pouvoir reloger les personnes qui étaient sinistrées des inondations. Donc là, on voit tout de suite que à une situation, un souci de transition, l'économie sociale peut être un vrai vecteur d'action avec un impact social et territorial certain. Voilà, je pourrais vous parler longtemps de tout ce qu'on a mis en œuvre parce que forcément, il y a plus de 30 actions qui ont été menées dans le cadre d'Alternative Wallonia, mais je pense que je vais laisser la suite du débat continuer. Merci beaucoup. Effectivement, on est sur des interventions assez rapides pour quelques points clés et on invite bien sûr les participants à creuser, à revenir vers nous si des sujets, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur telle ou telle initiative évoquée, on pourra faire le lien. Eh bien, un peu dans la même logique, et alors vraiment en vous demandant de faire l'exercice d'être synthétique, je vais maintenant donner la parole à Élodie Lang de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Donc, à la fois pour présenter rapidement la CRES et quelques actions et points clés selon vous pour développer une transition écologique juste avec l'ESS. Élodie. Oui, je vais tenter d'être rapide. Merci déjà pour l'invitation sur ce webinaire. C'est un peu une première pour moi puisque ça fait moins d'1 an que je suis arrivée à la CRES Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce que la CRES? C'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire donc sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est l'Assemblée régionale des organisations et réseaux de l'ESS. Elle rassemble environ 235 adhérents chaque année et elle assure la représentation, la promotion et le développement de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine. Ses missions sont définies par la loi de 2014, dite loi Hamon, et donc elle vise à représenter les intérêts des acteurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics, soutenir la création, le développement et le maintien des entreprises de l'ESS, encourager la formation des dirigeants et des salariés de l'ESS et analyser et mettre à disposition les données économiques et sociales relatives à l'ESS. On travaille évidemment de concert avec la région Nouvelle-Aquitaine qui pourra déployer sa politique juste après, donc notamment sur le SRES, schéma régional de l'ESS, pas plus tard que demain, nous allons travailler dessus ensemble. Et la CRES a comme tête de réseau national ESS France. Alors, pour aborder tout de suite nos actions, je dirais pour être assez large et synthétique, on travaille avec les réseaux régionaux. Alors, je peux vous citer quelques exemples qui vont aussi donner les thématiques en même temps. Donc, je pense à Sirena, qui travaille sur les énergies renouvelables, le réseau Compost Citoyen, qui travaille sur les biodéchets, la Fédération Terre de Liens, qui travaille sur les terres agricoles, ou le réseau Renaître, qui agit sur le réemploi. Parmi nos actions, je dirais aussi le soutien de projets territoriaux innovants, le soutien à la transition écologique et au développement économique de filières avec des acteurs tels que l'ADEME, l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation, ODIS sur le bâtiment, INAE pour les structures d'insertion par l'activité économique, entre autres. À titre d'exemple,
Nous avons travaillé sur CADRES, qui est la coopération néo-aquitaine pour la déconstruction et le réemploi dans l'ESS. Un de nos grands axes de travail, c'est aussi beaucoup la commande publique responsable, avec le parcours régional, le PRASER, parcours régional des achats socialement et écologiquement responsables, que nous menons en consortium avec l'INAE, qui est la tête de réseau des structures d'insertion par activité économique, et 3AR, l'association de collectivités pour les achats responsables. Sur ce PRASER, nous avons 3 axes de travail, c'est recenser, identifier les acteurs de l'ESS du territoire. Pour ça, on a développé un outil qui s'appelle CarteEco. Je vous mettrai peut-être le lien dans le chat si vous voulez voir cette carte qui recense les acteurs ESS. Le deuxième axe, c'est accompagner les acteurs, et le troisième, c'est accompagner les acteurs de l'ESS à la réponse au marché. Donc, dans ce cadre, on organise des formations qui mènent à mieux répondre au marché public, à engager l'achat responsable avec l'ESS. On mène aussi des rencontres entre donneurs d'ordre et structures de l'ESS, qui peuvent être thématiques, comme sur le textile, par exemple. Il y a des parcours de filière des acteurs de l'ESS sur l'alimentation, l'agriculture durable, le bâtiment durable, la D3E. On peut organiser des journées hackathons avec les acteurs de l'ESS, avec des matinées théoriques et une après-midi plutôt pratique sur le sujet de la commande publique. Et on peut aussi organiser des webinaires d'information. Dans les petits événementiels aussi autour de l'achat responsable, on aime bien organiser ce qu'on appelle des espressos. Donc les espressos, c'est des rendez-vous d'affaires B2B qu'on fait en général avec nos écosystèmes ESS de façon très locale, et on a décliné ces espressos sur les achats responsables, donc qui peuvent avoir lieu par filière également. Et puis, une de nos grandes actions du moment s'intègre dans l'organisation du GCF, dont je vous parlerai aussi plus tard, donc le Forum mondial de l'ESS qui aura lieu à Bordeaux en octobre, dans un an, en octobre 2025. Dans ce cadre a été monté un groupe de travail sur la commande publique responsable, qui permet de faire de la veille sur les pratiques des autres pays, et qui permet d'échanger beaucoup de ressources actuellement, notamment avec la Grèce et la Belgique. Et on se rend compte par ce GT que beaucoup de pays parlent d'insertion et de milieux adaptés pour évoquer les achats responsables, et qu'on a encore besoin de travailler plus le développement du panel des différents secteurs possibles d'activité dans l'ESS. Et enfin, je terminerai sur les quelques minutes imparties avec l'annonce d'une publication qui part chez l'imprimeur aujourd'hui sur la transition juste. Voilà, que la CRES Nouvelle-Aquitaine vient tout juste de terminer, donc je ne peux pas vous l'envoyer, mais si vous surveillez un peu nos réseaux, notamment LinkedIn ou notre site internet, vous la verrez passer, notre newsletter, vous verrez cette publication qui s'appelle En un clin d'œil, c'est très court, hein, mais qui resitue le thème de la transition juste et qui donne quelques exemples territoriaux. Merci Elodie, on aura l'occasion, on pourra la transmettre aux participants Oui. dans un second temps. Merci pour ces quelques points clés. Tu as déjà été très synthétique, donc je ne vais pas forcément les reprendre. Peut-être on les reprendra plus tard. Et je donne maintenant la parole à Ekel Boisa et Georges-Henri Aptour pour la région Nouvelle-Aquitaine et nous présenter quelques leviers d'action de la région pour favoriser le développement d'une transition écologique juste avec les structures de l'ESS. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et donc, Ekel Boisa, effectivement, nous sommes au sein du pôle développement économique et emploi à la région. Et au sein de ce pôle, il y a une direction de l'économie sociale et solidaire. Et donc, elle accompagne l'ensemble des structures, mais on s'occupe également d'une politique en faveur de l'innovation sociale. On s'occupe également des tiers-lieux sur le territoire. Et donc, effectivement, depuis 2007, depuis la fusion régionale, on a un schéma régional en faveur de l'économie sociale et solidaire qui accompagne notamment les structures, leur écosystème également. Et on a donc sur ces 12 nouveaux départements, on est donc une petite équipe, on va dire, au sein de la région, puisqu'on est 18 agents, avec un petit budget de 8 millions pour accompagner l'ensemble de ces structures. Il existe depuis 2019 une feuille de route qui vient à l'échelle de l'ensemble de la région accompagner toutes les transitions. Elle se nomme Néoterra, et je vais laisser le soin à mon collègue de nous en parler peut-être un petit peu plus en détail.
Merci, bonjour à tous et merci. Donc effectivement, depuis 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, par le biais de son exécutif, s'est engagée à pouvoir accompagner et accentuer son engagement en faveur des transitions d'abord écologiques et énergétiques et environnementales. Ça a fait l'objet donc d'une première publication en 2019 qui a été mise à jour en 2023 et au jour d'aujourd'hui, nous disposons donc d'une stratégie régionale, une feuille de route qui constitue un petit peu la colonne vertébrale de l'intervention régionale, que ce soit en faveur des aides aux entreprises qu'en faveur de l'exercice de ces différentes compétences. Je rappelle qu'effectivement, la région étant compétente sur le domaine des transports, de la formation professionnelle ou des lycées, entre autres choses. Alors bien sûr, il y a la feuille de route Néoterra qui se traduit au travers de 6 grandes ambitions thématiques autour de la préservation des ressources naturelles, des solidarités au pluriel, de l'agriculture et de l'alimentation, de l'innovation pour une économie sobre et résiliente, de la mobilité et de l'habitat, et puis de la santé prise dans sa triple acception humaine, animale et environnementale. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre en fait cette stratégie régionale, un principe d'intervention a été acté depuis l'an dernier. Et il va être généralisé d'ici quelques mois maintenant. C'est les socio-éco-conditionnalités des aides, avec l'engagement qui est demandé à l'ensemble des entreprises qui sollicitent des aides régionales de pouvoir s'engager matériellement, sincèrement, en faveur donc d'actions vis-à-vis de la transition. Alors, il y a 3 grands thèmes qui sont retenus et qui servent de grande trame. C'est le respect des ressources naturelles, les transitions pour tous, et puis l'éco-responsabilité et la décarbonation qui reprennent plus ou moins les lignes de partage entre les critères ESG, économie, environnement, social et gouvernance, qui sont connus par ailleurs. Et puis pour pouvoir justement traduire de manière opérationnelle cet engagement en faveur des transitions qui concernent également donc, les structures de l'ESS que nous soutenons et qui ont été rappelées d'ailleurs par Elodie il y a un instant, nous nous sommes dotés d'un outil qui est en phase de déploiement actuellement, c'est le Néoterra Score, et je vais laisser le soin à Ekel de pouvoir le présenter pour sa mise en œuvre. Et donc très rapidement, le Néoterra Score, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque structure qui vient, dans le cadre du développement économique, demander un soutien régional, si l'aide est inférieure à 150 000 euros, alors très rapidement, elle va répondre, elle va s'engager sur une charte d'engagement et elle va prendre en compte, dans laquelle elle prend en compte des critères environnementaux et sociaux. Si l'aide dépasse les 150 000 euros, dans ce cas, c'est un contrat de transition sur lequel elle s'engage, avec 2 critères qu'on lui impose et 2 autres sur lesquels elle viendra négocier avec la région la thématique de ces critères. Donc, il relève d'une part de tout ce qui concerne les critères environnementaux, mais également de transition pour tous, donc d'équité. Enfin, voilà. Et à terme, à partir de mars 2025, ces critères seront obligatoires. C'est-à-dire que toutes les structures qui seront aidées au sein de la direction du développement économique devront s'y soumettre. Donc voilà rapidement ce qui va s'imposer à nous d'ici les quelques années. Merci beaucoup. Non, on continue et je redonne le micro à Luigi. Oui, merci Chloé, merci. Bon, je vois que nous ne sommes pas trop bien en termes de temps, mais bon, j'ai des questions très simples à poser aux 4 orateurs, aux 4 expériences. Nous venons d'entendre déjà dans l'introduction d'Exhibil, je pense que nous sortons d'une période super positive pour l'économie sociale. On a eu au niveau européen, je pense qu'on a achevé des choses qui n'étaient même pas imaginables il y a 10 ou 15 années. On a bien entendu tous les développements que vous avez eus au niveau régional, au niveau des acteurs, mais en même temps, nous ne pouvons pas nous cacher que dans les derniers mois, le contexte a changé. Le contexte politique est en train de changer. On a eu des élections, d'ailleurs, soit en France, soit en Wallonie, soit au niveau européen. Peut-être le discours est en train de changer un peu. On doit encore le comprendre bien, comme l'a dit correctement Patrick Klein, après que la commission sera effectivement mise en place, la nouvelle commission. Mais donc, je vous pose et je vous demande de répondre de façon très synthétique, une question simple, non? Comment donner continuité aux politiques de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires? Première question simple. Sur quel point fort on peut aujourd'hui s'appuyer? Donc, quels sont les points incontournables sur lesquels nous pouvons absolument compter pour garder tous les avancées que nous avons obtenus comme économie sociale, et quelles sont les portes d'entrée alternatives pour continuer à travailler sur le sujet? Je voudrais commencer par, on suit le même tour, donc je
commence par les collègues de Concertes. Je vous demande simplement, vu que, comme je disais, nous ne sommes pas super bien en termes de temps, d'aller très synthétique, vraiment de donner des flashs sur, comme je disais, comment garantir continuité, quel point d'appui fort nous avons aujourd'hui et quelle porte d'entrée pour le futur. Bénédicte. Bonjour à tous. Pascal, je travaille avec Bénédicte et je m'occupe des affaires européennes. Bonjour Luigi, bonjour à tous et toutes. Pour aller rapidement, je vais peut-être scinder le niveau régional wallon et le niveau européen. Pour le niveau régional wallon, comme tu le disais Luigi, il y a eu des élections en Belgique en juin qui ont changé un peu la donne du paysage politique. Néanmoins, dans la déclaration de politique régionale wallonne, il y a un chapitre consacré à l'économie sociale, ce qui n'était pas le cas au gouvernement précédent. Et dans cette déclaration de politique régionale, il est fait mention de co-développer une stratégie de développement de l'économie sociale. Donc, nous espérons que c'est une poursuite d'Alternative Wallonia. Peut-être elle s'appellera différemment, mais en tout cas, l'envie, elle est là. À nous de la saisir et à nous d'être forts en tant qu'écosystème aussi pour travailler et co-développer. Je pense que le mot co-développer est très important, que ce ne soit pas le cabinet ministériel qui le développe, mais que ce soit en collaboration avec tous les acteurs et l'écosystème. Même chose, on a aussi un ministre qui, dans ses compétences, est clairement ministre responsable de l'économie sociale. Dès le départ de la législature, ce qui est aussi une première pour nous. Donc, pour ça, on est satisfait. Après, on sait qu'il y aura des négociations budgétaires et il faudra être bien attentif de notre côté. Mais en tout cas, il y a déjà, je dirais, des éléments encourageants. Frédéric, tu me compléteras ou pas, si tu le souhaites sur ce volet-là. Tu dis tout ce que je voulais dire, ça ne va pas. Allez, vas-y, prends la parole, alors comme ça tu peux continuer. Non, mais c'est vrai que j'allais dire la même chose. Alors, c'est vrai qu'on sent un autre vent de manière générale dans la politique européenne et dans nos politiques nationales et régionales. Ici, ben forcément, ça a créé beaucoup de l'inquiétude dans l'écosystème économie sociale wallon. Néanmoins, comme l'a souligné Pascal, nous avons une déclaration de politique régionale qui a un chapitre entièrement dédié à l'économie sociale et dont le titre du chapitre est « Un secteur bien soutenu ». Ce qui, moi, a tendance à me rassurer un petit peu quand même par rapport à la suite. Et donc, pour nous ici, comment montrer qu'on est légitime? En faisant une évaluation d'Alternative Wallonia et en proposant une nouvelle stratégie sur base de cette évaluation. Et donc, on est en train de la faire, plutôt que de toujours appeler à des extérieurs, on préfère la faire nous-mêmes en tant qu'administration et justement avoir des échanges et des retours, notamment sur cette fameuse co-construction que Pascal a citée. Alors, d'un point de vue européen, comme ça je réponds à la deuxième partie de la question. De fait, on a connu un grand momentum pour l'économie sociale, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau de l'OCDE. On a eu la déclaration, la recommandation sur l'économie sociale qui est passée sous présidence espagnole. On a eu la feuille de route de Liège qui avait toute une série de recommandations pour la future commission à mettre en place. Et donc là, nous, en tant qu'État membre, et en Belgique, on a cet avantage que la région est au même niveau comme on est une région, un État fédéral, nous intervenons au même niveau que l'État national, de cette manière. Et donc, nous, on ne lâchera pas l'affaire. La déclaration de Liège, elle a été signée par 22 États membres, ce qui est quand même pas rien, et qui réclame notamment d'avoir une politique en matière d'économie sociale qui est claire et qui est identifiée. Et dès lors, une des premières initiatives que nous avons prises avec nos collègues espagnols, c'est d'écrire au nom de certains nombres d'États membres. Donc là, on est en train d'essayer de rassembler les États membres sur cette question. On est en train d'écrire à Madame Van der Leyen, mais aussi à Madame Minzatou, Madame Ribera et Monsieur Séjourné, pour savoir qui est en charge de l'économie sociale. Parce que ça ne va pas qu'on ait 3 commissaires différents qui est en charge de l'économie sociale. Là, demande en matière d'économie sociale dans la déclaration de Liège est d'avoir un commissaire qui est spécialement dédié à l'économie sociale. Alors, il y en a une qui s'occupe de People and Skills,
une qui s'occupe de transition et l'autre de prospérité. Donc on en a 3 qui pourraient être en charge et donc il faut une lisibilité certaine. Et là, nous, en tant qu'État membre, nous sommes en train de prendre nos responsabilités, nous sommes en train d'écrire ici. Je sais qu'il y a une autre initiative qui vient d'Allemagne concernant les aides d'État, qui sont aussi une demande dans la feuille de route de Liège, le Liège Roadmap, mais en tout cas, on ne lâchera pas l'affaire là-dessus. Heureusement, nous avons aussi un Social Action Plan au niveau de la Commission, et je pense que Patrick pourra en parler bien plus longuement que moi. C'est quelque chose qui est absolument primordial à pouvoir continuer également. Donc voilà un petit peu au niveau européen. L'objectif, c'est que le soufflet ne retombe pas. L'économie sociale est un vrai vecteur dans les transitions, peut être justement une solution aux différents enjeux des transitions en pluriel, et donc qu'on puisse être le moteur et qu'on nous donne les cadres pour pouvoir justement développer l'économie sociale encore mieux. Voilà, Merci. en gros, Merci, Frédéric. mon intervention. Pascal, tu voulais dire Oui. quelque chose? Oui, je voulais passer la simplement parole aux collègues français rajouter, aussi. oui, je fais rapidement, simplement pour dire aussi que nous sommes membres de Social Economy Europe et que Social Economy Europe est en train de mener un énorme travail de plaidoyer aussi auprès de la Commission, auprès des parlementaires européens, dans le même sens que celui que disait Frédéric. Donc, il y a énormément, et je fais peut-être un appel ici, de pouvoir compter sur le relais en fait de tous les participants. Faites entendre aussi votre voix de l'importance de l'économie sociale et du développement au niveau européen de l'économie sociale, qu'on puisse avoir une caisse de résonance de la campagne de communication qui est développée par Social Economy Europe et tous ses membres. Et certains d'entre vous sont membres aussi de Social Economy Europe ici dans ce webinaire. Donc c'est vraiment important qu'on puisse parler d'une seule voix et qu'on puisse montrer aussi que l'économie sociale, c'est depuis le niveau le plus local jusqu'au niveau européen et qu'on porte tous ces mêmes valeurs de collaboration, de développement et surtout de transition juste et inclusive et de faire une économie qui ne laisse personne sur le chemin ni dans les problèmes. Frédéric, tu voulais encore dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous êtes en train de monopoliser un peu trop là. Pardon. Excusez-moi, mais justement, on a bien entendu au niveau belge, Wallonie et au niveau même européen, mais je voudrais entendre aussi, point de vue de la CRES Nouvelle-Aquitaine, donc Elodie, la même question. Quelle continuité, quel point d'appui fort, comment continuer, quelle porte d'entrée? Oui, alors c'est vrai que pour nous, la question se pose d'autant plus en ce moment où ça ne vous a pas échappé que le budget est en cours de coupe drastique d'examen au niveau national. Donc, on se pose pas mal de questions sur oui, les appuis futurs. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, sur la politique régionale, le schéma régional SRES est en cours de réécriture. On continue les concertations avec la région pour mener à bien ce travail. Il y aura même, mais peut-être que Ekel et Georges-Henri en parleront tout à l'heure, une conférence régionale qui a lieu tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. Elle aura lieu le 17 décembre. Donc, ça c'est vraiment l'occasion de renforcer ce travail de concertation avec les acteurs ESS en région. Pour revenir sur un niveau national, donc on a quand même une nouvelle ministre fraîchement nommée, dédiée à l'ESS et à l'intéressement et à la participation, si je ne me trompe pas. Et puis, on a les plaidoyers de ESS France. Je dirais surtout là-dessus que dans ce plaidoyer, ESS France déplore le fait que les structures ESS ne bénéficient pas ou mal des dispositifs de soutien de l'État à la transition écologique, alors qu'elles sont bien placées pour mettre en œuvre une transition juste par rapport au plan France 2030. Donc ça, c'est un peu les travaux en cours. Et puis, je terminerai pour parler à nouveau du GCF 2025, puisque l'intitulé de ce GCF porte précisément sur la transition juste, puisque c'est l'ESS, une condition pour la transition juste vers des territoires résilients et le bien-être de leurs habitants.
Donc, ce sera vraiment un point d'étape important, notamment pour l'atteinte des ODD à 5 ans à l'agenda 2030. Donc, gros rendez-vous international qui aura lieu à Bordeaux. Merci Elodie, vous me donnez aussi le lien pour passer la parole à Ekel Boisa. Justement, la région est parmi les les organisations publiques principales dans la préparation du GSF. Donc, on se planche sur le niveau mondial même. Et là aussi, on voit que l'économie sociale n'est pas perçue de la même façon dans tous les pays. Donc, comment donner effectivement continuité au processus qui est entamé en Europe, aussi en Afrique d'ailleurs, qui doit continuer, qui doit pouvoir trouver des nouveaux élans, un nouvel élan. À vous, Eikel. J'aurais rebondi déjà sur les propos d'Elodie qui est en train de nous expliquer, mais ça n'a peut-être pas, enfin, je pense que vous le savez un petit peu tous, mais on est en train d'entrer dans une ère, notamment en France, d'austérité budgétaire. Et effectivement, enfin voilà, c'est un petit peu l'impact et les craintes qui, pour le moment, sont en train d'émerger. Et effectivement, face à ça, l'une des seules solutions que l'on connaisse, c'est celle de se serrer les coudes et de travailler ensemble. Et pour ça, parmi nos outils, et ça fait toujours partie des outils qu'on a toujours promus, en tout cas, ça fait même partie des outils qui sont nés, qui ont fait naître chez nous notre direction, sont les outils de la coopération. Et pour ça, à l'échelle régionale, on essaye de mettre en place des outils de coopération innovants, justement. Enfin, je ne sais pas si, Jean-Henri, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, il y a plusieurs dispositifs qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, en plus des dispositifs existants préalables, donc notamment l'appel à projet pour les coopérations innovantes en faveur des transitions, qui permettent d'identifier et d'accompagner sur plusieurs années des projets de collectifs d'acteurs de l'ESS qui cherchent soit à implanter des activités et des emplois sur des territoires, ou bien carrément à pouvoir structurer des filières économiques sur l'ensemble du territoire régional. Et on l'a vu notamment avec Cadres, dont on a parlé tout à l'heure, avec Ticena ou avec Mobine, ou des acteurs en fait qui cherchent véritablement à structurer des filières pour permettre en fait à un écosystème territorial de se solidifier et de pérenniser des activités. Et tout cela en fait en rapport également avec justement les grandes échéances qu'on a pu voir, parce que il y a effectivement ces appuis aux collectifs et aux structures de l'ESS qui agissent au quotidien sur les territoires, mais il y a également tout l'appui que la région apporte à l'écosystème territorial de l'ESS. Alors au premier rang desquels les têtes de réseau, la CRES, l'URSCOP, le INAE ou le CRGEC, mais également les incubateurs ou les coopératives d'activité et d'emploi qui quotidiennement justement brassent des porteurs de projets, accueillent des entrepreneurs pour justement développer des activités et des emplois sur les territoires. J'en profite également pour parler des dernières, donc des prochaines actualités. On a parlé effectivement de la conférence régionale de l'ESS qui aura lieu le 17 décembre prochain. Un peu plus tôt, on a également le festival Néoterra qui sera organisé à Bordeaux, caserne Darwin, du 28 au 30 novembre, et c'est co-organisé avec Le Monde. Donc ça sera aussi un bel élément de visibilité pour toutes les initiatives et toutes les solutions qui sont développées aujourd'hui en territoire Nouvelle-Aquitaine et dans lesquelles l'ESS a également particulièrement sa place. Parce qu'on s'est aperçu que depuis quelques années, la plupart des porteurs de projets ou des structures qui apportaient des solutions techniques innovantes pouvaient être également portées par des structures de l'ESS. Et ça, je pense que c'est un point d'espoir et probablement de développement et d'optimisme à venir pour la suite. Merci beaucoup. Bon, je pense que je vous remercie parce que vous avez effectivement donné un cadre qui nous démontre qu'il y a une base très très forte pour le futur de l'économie sociale au niveau national, local et européen. Donc, je repasse la parole maintenant pour justement aller vers les conclusions, vers la dernière question qui est, je passe la parole à Chloé, et par la suite pour aller vers la clôture de cette réunion aujourd'hui. Chloé. Oui, merci. Avant de vous proposer peut-être à 1 ou 2 personnes, vu le temps qui nous reste, de prendre le micro, ou peut-être d'ailleurs Florian, il y a des questions dans le chat. On souhaitait redonner la parole à Patrick Klein, déjà peut-être pour une rapide réaction à ce qu'il a pu entendre des points d'appui évoqués. Chloé, en passant la parole à Patrick, je ne sais pas si dans le chat, il y a une question, je ne sais pas si Patrick peut dire quelque chose sur les territoires ultramarins, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Europe peut faire en direction des territoires ultramarins
au rapport de l'ESS. Je ne sais pas, Patrick, si tu as des éléments à dire, mais en tout cas, c'était une des questions du chat. Ok, merci. Alors peut-être un des éléments que Patrick pourra donner, mais en tout cas, on souhaitait peut-être l'interroger un peu plus largement sur... alors on sait qu'on est dans une période de transition au niveau de la Commission européenne, hein, mais revenir sur la feuille de route de Liège qui a notamment été, pour l'ESS, qui a été rappelée par Frédéric Rasson et nous donner, de votre point de vue, les priorités, ou en tout cas oui, les priorités à reprendre de cette feuille de route et à poursuivre. Et puis, bah, voilà, peut-être quelques éléments aussi sur les territoires ultramarins, si vous avez une politique particulière à leur destination. Patrick. Merci, merci Chloé. Je ne suis pas le spécialiste des territoires ultramarins. Néanmoins, la Commission européenne a publié il y a quelques mois de cela justement également un plan d'action pour favoriser le développement des territoires ultramarins. Si on relit avec attention, je dirais, cette communication, il y a une partie qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire et des fonds au niveau de la direction générale Régio, donc qui s'occupe justement donc des régions européennes et des territoires ultramarins. Eh bien, il existe une enveloppe budgétaire pour ce type d'activité et d'entreprise et d'organisation. J'ouvre une petite parenthèse. Nous, ici, au niveau de la Direction générale marché intérieur, on avait lancé, il y a quelques mois de cela, un appel à propositions, justement, sur le rôle de l'économie sociale, le développement des territoires, notamment le développement des territoires en zone rurale. Et on avait ouvert une petite enveloppe budgétaire, notamment pour les territoires ultramarins. Je crois qu'on est en train, si je ne me trompe pas, il faudra que j'aille voir mon collègue, de regarder les propositions qu'on a reçues pour sélectionner justement donc des consortia qui recevront des subventions. Voilà, je m'arrête ici. Par contre, maintenant, pour le débat de cet après-midi, moi, je vois qu'il était extrêmement riche, intéressant et pertinent. Donc, merci pour vos contributions. Je mets ma casquette européenne et j'entends d'ailleurs, et pas seulement via ce webinaire, mais c'est vrai qu'ici à Bruxelles, on entend beaucoup les acteurs de l'économie sociale s'interroger sur la place et le rôle justement de l'économie sociale, des politiques publiques pour l'économie sociale pour le prochain mandat de la Commission. Je crois qu'il y a certains documents qu'il faut relire. Et le premier, ça reste les lignes directrices de la Commission sur 2024-2029. La présidente Ursula von der Leyen qui est allée au Parlement européen pour expliquer justement ce qu'elle désirait faire pour les 5 années à venir en termes de politique économique, politique de développement des territoires, etc., etc. Et mettre justement ces lignes directrices en parallèle avec les lettres de mission qu'ont reçues les différents commissaires. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, je crois qu'on retrouve de nombreuses thématiques qui sont extrêmement importantes pour l'économie sociale et où les acteurs de l'économie sociale pourront apporter une plus-value. Alors, je cite, je pense au logement abordable, à l'économie circulaire, on a parlé de la transition juste et équitable, la révision des directives des marchés publics, c'est extrêmement important, les questions d'énergie, etc., etc. Donc, là encore, on attend de la part des acteurs de l'économie sociale qu'ils viennent co-construire des politiques en la matière. Question, comment? Eh bien, il y a peut-être deux choses qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est notre groupe d'experts sur l'économie sociale et solidaire. C'est 50 experts privés et publics qui vont se réunir à partir de la semaine prochaine pour la troisième, leur troisième mandat jusque 2029. On a d'ailleurs le labo de l'ESS qui sera représenté, je m'en félicite, d'aider avec nous, avec les services de la Commission, à co-construire des politiques publiques dans le cadre de ce nouveau mandat de la Commission. Et deuxième instrument qui pour moi est important, et là j'invite les acteurs
notamment français, à venir nous rejoindre. C'est notre réseau européen des régions de l'économie sociale. C'est tout un réseau de régions, de villes qui ont décidé de mettre en place donc des politiques ESS. On est environ une soixantaine actuellement, répartis à travers l'Union européenne. C'est un moyen pour échanger, de débattre, de travailler ensemble, de créer des partenariats et de créer des synergies. Et je pense que ce rapport, le rapport qui a été présenté aujourd'hui, pourrait être un rapport qui pourrait être inspirant, notamment pour d'autres régions européennes, notamment pour créer, pour co-construire, je dirais, des politiques en la matière. Donc, voilà un petit peu. Donc, on parle de momentum. Oui, il y a eu un momentum. Je crois que le puzzle est en train de se créer. En anglais, on dirait nous sommes en train de connecting the dots, donc de mettre les pièces du puzzle ensemble. Et je rappelle juste que si on relit la première lettre de mission qui avait été donnée à Nicolas Schmitt il y a quelques années, l'économie sociale n'apparaissait pas. C'est dans le cadre de la deuxième lettre de mission, donc, qui est venue au mois de décembre, donc quelques semaines après, après sa première lettre de mission, où on a, je dirais, où la Commission européenne a décidé de tout simplement, j'ai le terme qui me vient en anglais, donc de se focaliser aussi sur des choses qui avaient été oubliées, et bien que le plan d'action avait été inséré. Voilà, je m'arrête là. Donc, moi, personnellement, au niveau de la Commission, je reste très optimiste sur l'avenir et le travail qu'on va pouvoir mener avec vous, avec les acteurs de l'ESS dans les années à venir. Merci. Merci, Patrick. Hugues, Alors, je reprends rapidement la parole pour faire la transition avec Sybille Mertens. D'abord, je remercie vivement Patrick d'avoir été avec nous. Je souligne ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que, ayant été proche du commissaire Schmitt au moment où il a eu cette lettre de mission, il faut jusqu'au bout agir tous autant qu'on est pour que dans la prochaine commission, il y ait un commissaire qui soit en charge de l'ESS. Parce que si ce n'est pas le cas, on est en risque quand même. Je suis optimiste aussi, cher Patrick, mais s'il n'y a pas de mandat clairement donné à un commissaire, on a quand même un risque d'être sur une mer un peu étale au niveau européen. Donc il faut absolument le faire. Je pense qu'on a eu, évidemment, c'est rapide ce qu'on a cet après-midi, mais on a eu quelque chose de bon niveau qui peut vous inviter à aller plus loin. Donc vous pourrez trouver le rapport qui a été fait. Et puis dans le chat, il y a un certain nombre de mises en liaison qui se sont faites. Juste en passant la parole à Sybille, trois choses. La première, la question de l'acceptabilité des transitions. On entend souvent et de plus en plus avoir des réactions négatives sur la dimension de transition écologique. On parle d'écologie punitive. Je crois qu'il faut absolument résister à ça, et c'est la transition juste qui permet d'éviter ça et d'être sur une dimension citoyenne de la transition. Et puis, on a besoin pour faire cette transition, qui est quand même quelque chose de compliqué, enfin, c'est pas en claquant des doigts qu'on va le faire, on a besoin d'action, on a besoin d'initiatives de terrain, on a besoin d'innovation, d'expérimentation, mais on a aussi besoin de la réflexion et de la pensée. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Sybille si elle pouvait être avec nous pour tirer les conclusions, parce qu'il ne suffit pas d'agir, il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait. Et donc, les liens entre les universitaires et les acteurs de l'ESS est quelque chose de tout à fait important. Donc, Sybille, je te passe la parole pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. En réalité, j'ai pris plein de notes pendant toute votre discussion, donc je ne suis pas complètement certaine de pouvoir ramener tout ce que j'ai noté, mais moi j'ai appris beaucoup. Et je voudrais vous proposer en conclusion d'aujourd'hui peut-être un petit coup de pied dans la mare, parce qu'en vous écoutant, je me suis dit, mais on a là devant nous des acteurs qui savent exactement quel est le type de transition qui est nécessaire pour nos systèmes économiques, et pourtant, bien on sent qu'il y a quand même un coup de semonce lié aux élections récentes, que c'est comme si on se demandait si, en fond, il faut pouvoir prouver la légitimité de l'ESS à agir dans la transition. Et donc, je voudrais vous proposer 5 idées qui me permettent de vous dire... les amis, allez-y plus fort que jamais. Alors, la première idée, c'est
je reste quand même interpellée par le fait que dans la société dans laquelle nous sommes, en Europe occidentale, par transition juste, des tas de gens entendent encore évolution gentille de notre système économique vers de la durabilité faible, hein, donc ne pas trop nuire, dans un cadre de croissance verte. Ma première idée, c'est de vous dire que si c'est ça la vision, l'ESS n'a pas de rôle distinctif à jouer là-dedans, puisqu'il suffirait de laisser les marchés s'adapter aux risques actuels et futurs, de confier à nos États, tant qu'ils sont là, le soin de conserver un consensus social pour réparer. Et en fait, n'essayons même pas de jouer un rôle là-dedans. Donc, je pense que une de nos responsabilités, nous, acteurs de l'ESS au sens large, c'est probablement de lutter contre cette vision un peu gentille de la transition. Deuxièmement, donc, si l'ampleur des enjeux est telle qu'il faut penser une durabilité forte, c'est-à-dire un système qui répare, un système qui prend soin, un système harmonieux avec notre environnement naturel, nos conditions d'habitabilité et avec les générations présentes et toutes les générations présentes et à venir, alors je souscris plus volontiers à la définition que le labo de l'ESS donne de la transition juste, hein, qui parle quand même de transformation radicale et démocratique de la société. Ce qui va plus loin, je crois, que ce que j'ai trouvé dans votre rapport ici, qui était plutôt gentil de dire... En fait, c'est faire de la transition environnementale en essayant d'éviter un impact social négatif. Ouais. Et je trouve que vous avez déjà eu des publications plus fortes sur la notion de transition juste, même si je comprends votre souci ici. Donc, ma deuxième idée, c'est de dire il faut, comment dire, diffuser cette définition de la transition juste qui a été donnée par le labo de l'ESS. Troisième élément... si on veut vraiment transformer radicalement et de manière démocratique notre système, et en particulier notre système économique, ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux causes des difficultés que nous rencontrons. Et ces causes, on les connaît. Hein. C'est en fait l'inefficacité relative de nos États, ça c'est connu depuis très longtemps, depuis les années 70. Hein, on parle des problèmes de bureaucratie, des problèmes de l'électeur médian. Et puis on a les problèmes de l'économie de marché capitaliste, non prise en compte des externalités, tragédie des communs, rapport de force, asymétrie d'information, exclusion. Bon, on connaît ça. Or, on a un formidable laboratoire d'organisation qui, en fait, répondent à ces critiques-là, qui répondent à ces limites-là. Et j'ai bien apprécié le rapport que j'ai lu, hein, je voudrais d'ailleurs en remercier les auteurs. Je pense qu'entre les lignes, il y a des choses qui sont dans les exemples, dans les études de cas, et que vous mettez en évidence, mais chaque fois pour chaque cas, et pas de manière systémique. Et alors, ces forces que l'on retrouve dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, moi j'en ai noté 5, et je pense que ça fait écho à ce qui a été dit par la plupart des intervenants aujourd'hui. Première force de l'économie sociale et solidaire, c'est ce refus de l'anonymat, tant sur les marchés qu'au niveau de l'organisation de l'action collective. L'ESS refuse l'anonymat. C'est une ESS qui s'ancre sur des territoires, et Patrick Klein l'a rappelé, c'est une économie de proximité. Donc, ça veut dire que les gens ont des relations extra-économiques entre eux. Et ça, c'est très fort. Ça permet, par exemple, d'internaliser les externalités. Ça permet, par exemple, de se préoccuper, dans un contexte d'inondation, de la question des logements pour tous, hein, comme Frédéric Rasson l'a rappelé. Mais ça, c'est parce qu'on est des communautés agissant sur des territoires dans un refus de l'anonymat. Deuxièmement, on a des valeurs de solidarité, ce qui veut dire qu'on va se battre contre la poursuite du seul intérêt individuel avec une volonté de garantir à tous l'accès à des marchés et l'accès aux décisions collectives. Et ça rend acceptable des décisions que l'on va devoir prendre qui sont impopulaires. Hein. Huxley venait de le rappeler. La transition peut être impopulaire. Si on la joue sur des valeurs de solidarité, ça change tout. Troisièmement, il y a un projet politique de démocratie économique. Ça veut dire qu'on retrouve ici des entreprises, communautés d'intérêt, et c'est fondamental sur nos territoires. Quatrièmement, et ça fait écho à des choses qui ont été dites par de nombreux intervenants aujourd'hui, vous avez dans les entreprises de l'ESS et dans les écosystèmes une mobilisation de ressources qui jusqu'ici sont largement inexploitées ou galvaudées.
la créativité des gens qui sont proches des territoires et des besoins sociaux, les fameuses idées fondatrices mises en avant par Michel Catina, la question de la confiance, la question de la mobilisation, du bénévolat, des dons, de l'épargne citoyenne, les alliances, notamment ce que Élodie Lang a mentionné, donc les alliances privées-publiques, la commande publique responsable, la stratégie développée en région de Nouvelle-Aquitaine autour des conditionnalités socio-économiques, socio-environnementales, pardon, des aides. Donc ça, c'était énorme en réalité. Ça signifie on est capable, si on se serre les coudes et si on va repérer là où sont les ressources sur nos territoires, de venir prouver qu'il est possible d'avoir une transition juste parce qu'on peut le faire ensemble. Puis le 5e élément, c'est que je pense que l'ESS est très lucide et très tangible. Vous avez dit l'importance de faire cela sur des territoires, dans des lieux, et de défendre aussi sur ces lieux en fait les communs. Et l'exemple, par exemple, de Bénédicte Sohet mentionnant les hubs logistiques et la préoccupation de sécurité alimentaire sur les territoires, c'est extrêmement concret. Ça veut dire, parce qu'on refuse l'anonymat, on a des valeurs de solidarité, on va faire cela de manière démocratique, on va mobiliser des ressources sur nos territoires, eh bien, on est capable de créer des lieux où la sécurité alimentaire va se jouer sur nos territoires. Donc, je pense qu'on a des forces importantes. Et la dernière idée que je voudrais alors dire, c'est simplement un message un peu fort dans un contexte où les défis sont inédits. L'ampleur des défis, ça, on n'a jamais vu. Je pense que l'ESS, elle est en tension permanente entre se faire reconnaître pour ce qu'elle sait bien faire et en même temps challenger ce qui est en train de se passer. L'ESS doit aujourd'hui, même si en fait elle dépend pour ses ressources d'une bienveillance des décideurs publics, elle doit dénoncer les pratiques obsolètes, favoriser ce qu'on appelle l'exnovation, pas seulement de l'innovation, mais aussi tester certaines pratiques. Et elle doit prouver qu'elle incarne un mode d'organisation qui rend la durabilité forte possible et qui n'oblige pas en fait à des arbitrages insensés entre protection de la planète et lutte contre les inégalités. Je veux dire par là que tant qu'on restera dans un modèle d'entreprise capitaliste sur des marchés, se préoccuper de l'environnement, ça ne pourra pas se faire en même temps que lutter contre les inégalités. L'ESS, dans son ADN, a la possibilité de dire ces deux objectifs sociétaux ne sont pas antinomiques. Nous sommes en capacité de défendre les deux points de vue. Et je terminerai en disant, même si c'est inconfortable, ça me paraît être complètement dans l'air du temps. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réflexion sur une seule santé, une santé globale, la santé de l'environnement et la santé des humains et la santé de la société. Ben, je pense que l'ESS, en fait, c'est une condition à la réalisation de cette santé unique. Et je pense que le GICEF l'a bien compris, puisqu'ils feront de cette thématique-là l'objet central de leurs travaux. Voilà, donc je voudrais vous remercier vraiment pour ce séminaire qui m'a vraiment passionnée et vous redire, nous sommes condamnés à vivre en tension, c'est-à-dire que nous essayons d'institutionnaliser l'ESS, d'avoir des décideurs publics qui la soutiennent et en même temps, nous devons continuer à dire que ce qui se dessine aujourd'hui au niveau des États et au niveau de l'Union européenne n'est pas encore à la hauteur des enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sybille, merci. Donc, on aurait grand plaisir à pouvoir débattre avec toi pendant un moment. Et je suis, pour ma part, largement en phase avec ce que tu as dit, en particulier le fait qu'on ne fera pas de transition juste si on ne change pas le modèle économique. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un modèle économique d'un côté qui reste inchangé et puis par ailleurs des retombées écologiques et sociales qui deviendraient positives comme ça par un coup de baguette magique. Donc il faut travailler sur ces sujets et au labo on a travaillé sur la manière dont les économistes au sens large du terme percevaient l'ESS. Et on voit qu'on a encore beaucoup à faire parce que la transformation de la vision du modèle économique est encore à faire devant nous. Donc, parfaitement en phase avec toi. Je remercie tous les participants en donnant uniquement leur prénom, en espérant oublier personne. Patrick, Salima, Chloé, Luigi, Michel, Ekel, Frédéric, Bénédicte, Pascal. Et puis, je voudrais citer aussi pour le labo de l'ESS, Florian et Marie, que vous n'avez pas entendu. Marie Vernier représentera
le labo de l'ESS au groupe d'experts du GSS. Et donc, nous restons, je crois, les 4 réseaux qui sont liés entre eux. Encore une fois, aujourd'hui, c'était un webinaire qui a été fait à 4, et je tiens beaucoup à cette dimension co-construite entre le RTES, le REV, le labo de l'ESS et pour la solidarité. Continuons à tisser, à mailler ces réseaux d'acteurs et de penseurs en matière de SS. Alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche, donc soyons engagés, soyons combatifs. L'Europe est quand même en situation difficile, hein, et donc il y aura besoin de nos engagements à tous pour essayer d'inventer des solutions. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on reste en contact. Vous pouvez retrouver donc en particulier l'étude soit dans le chat, soit sur le site des organisations. Et donc, au plaisir de vous retrouver prochainement. Bonne fin de journée et merci encore à tous.